Vous vous êtes déjà senti complètement encerclé, sans issue, avec tout le monde vous disant que vous êtes fini. Cette sensation que peu importe ce que vous faites, les chiffres sont contre vous et la défaite est inévitable. La plupart des gens abandonnent à ce moment précis. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de renverser la situation même quand tout semble perdu? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un homme a transformé le plus grand piège de sa vie en la victoire la plus impossible de l'histoire. Et le plus incroyable, les principes qu'il a utilisés peuvent changer la façon dont vous affrontez vos propres défis. Préparez-vous, car cette histoire va vous montrer qu'impossible n'est qu'une opinion. Le 10 janvier 1475, dans les forêts gelées de Moldavie, 40 000 chrétiens désespérés faisaient face à 120 000 des meilleurs guerriers de l'islam dans ce qui aurait dû être le massacre le plus unilatéral de l'histoire médiévale. La brume matinale s'accrochait aux chênes centenaires, tandis que les bannières ottomanes noircissaient l'horizon comme une peste de sauterelles. Les mathématiques de l'anéantissement étaient simples. 3 soldats musulmans pour chaque défenseur chrétien. Pourtant, au coucher du soleil, la plus grande armée ottomane jamais assemblée pour la conquête gisait brisée dans la neige, et le destin de l'Europe pendait au génie tactique d'un seul homme qu'on appelait le prince loup. Imaginez la scène. Vous êtes debout dans le conseil de guerre au château de Suceava alors que les rapports de renseignement arrivent avec une régularité terrifiante. Soliman Pacha, Belherbet de Roumélie, a traversé le Danube avec une force qui défie la compréhension. 120 000 guerriers montés, dont 30 000 janissaires, les soldats esclaves d'élite qui n'avaient jamais connu la défaite. Leur train de ravitaillement s'étend sur 25 km, preuve de la confiance ottomane en une conquête totale. Derrière eux marche la richesse accumulée de l'Empire, 200 canons qui avaient démoli les murs de Constantinople elle-même. Face à cette vision apocalyptique se tient Étienne III de Moldavie, un homme que l'histoire se souviendrait comme Étienne le Grand. À 42 ans, il avait combattu plus de 30 batailles sans une seule défaite, mais rien dans son expérience ne se comparait à ceci. Toute sa principauté pouvait rassembler peut-être 40 000 hommes, incluant 16 000 soldats professionnels et 24 000 levées paysannes, avec plus de courage que d'entraînement. La disparité n'était pas seulement numérique, elle était civilisationnelle. L'Empire ottoman commandait des ressources qui éclipsaient l'Europe chrétienne. L'armée de Soliman puisait des guerriers de 3 continents. La cavalerie anatolienne qui avait écrasé la résistance byzantine. L'infanterie balkanique endurcie par la guerre constante. Les ingénieurs arabes qui comprenaient l'art du siège comme une science mortelle. Leur victoire récente se lisait comme un catalogue de catastrophes chrétiennes. La Bosnie tomba en 1463, sa noblesse dispersée aux 4 vents. La résistance héroïque de l'Albanie s'était effondrée l'année précédente. Les forteresses frontalières de Hongrie se vidaient à la nouvelle de l'approche ottomane. Mais voici ce que les chroniques ne vous disent pas sur la position impossible d'Étienne. La Moldavie se tenait seule. La Pologne, supposée alliée chrétienne, avait négocié des traités secrets avec les Ottomans. Matthias Corvin de Hongrie, malgré sa réputation de roi croisé, n'offrait rien que des promesses vides. L'empereur du Saint-Empire était distrait par les guerres italiennes. Même les appels du pape pour une croisade étaient tombés dans des oreilles sourdes à travers une Europe épuisée par des décennies d'avancées turques. Étienne reçut la demande de soumission de Soliman le 28 décembre 1474. Les termes étaient moins standards pour la conquête ottomane. Se convertir à l'islam, accepter le statut de vassal, fournir un tribut annuel de 40 000 ducats d'or et 2 000 garçons pour l'entraînement des janissaires. L'alternative était la guerre totale contre un empire qui contrôlait un territoire des portes de Vienne à l'océan Indien. L'hiver lui-même semblait allié avec les envahisseurs. Les températures plongeaient à moins 20 degrés, transformant les rivières en autoroute pour l'avancée ottomane. Le sol gelé qui aurait dû ralentir les armées massives fournissait au contraire des conditions parfaites pour un mouvement rapide. Les éclaireurs moldaves rapportaient la vue impossible de 120 000 hommes se déplaçant vers le nord comme une avalanche d'acier. Leur souffle créant des nuages de brume qui montaient comme des signaux de fumée du destin approchant. Alors que décembre se transformait en janvier, Étienne faisait face à la décision qui définirait l'histoire européenne. Fuir en Pologne et préserver son armée ou tenir contre des probabilités qui violaient chaque principe de logique militaire. L'argent intelligent disait fuite. Le choix courageux était l'anéantissement. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, impossiblement, le prince loup choisit une 3e option qui briserait la confiance d'un empire et sauverait l'Europe chrétienne de la conquête islamique. Si vous aimez cette histoire impossible, laissez votre like pour soutenir la chaîne
et aider plus de gens à découvrir ces leçons de courage. Étienne le Grand se tenait dans sa chambre de guerre, au château de Suceava, étudiant des cartes à la lumière des bougies, alors que les rapports arrivaient chaque heure avec une horreur croissante. Chaque messager apportait des nouvelles qui rendaient la victoire plus impossible. L'avancée de Soliman Pacha s'était transformée de campagne militaire en dévastation systématique. L'avant-garde ottomane, 15 000 cavaliers sipahis, avait traversé la rivière Prout le 11 janvier, brûlant tout dans un rayon de 50 km de leur avancée. Derrière eux, la force principale se déplaçait comme une peste à travers le paysage gelé, consommant des ressources que les paysans moldaves avaient mis des années à accumuler. Mais voici ce qui rendait la situation d'Étienne vraiment désespérée. Ce n'était pas seulement une question de bataille. À 42 ans, le prince Lou avait passé 18 ans à transformer la Moldavie d'un État tampon faible en la machine militaire la plus efficace d'Europe orientale. Chaque victoire contre les raiders polonais, les nobles hongrois et les prétendants valaques avait été achetée avec une brillance tactique qui compensait l'infériorité numérique. Maintenant, il faisait face à un ennemi qui le dépassait en nombre de 3 contre 1 et possédait une technologie militaire que ses forces ne pouvaient égaler. Les mathématiques de la logistique seules auraient dû condamner toute résistance. Nourrir 120 000 hommes nécessitait 2400 tonnes de grains quotidiennement. Pourtant, le système de ravitaillement de Soliman fonctionnait avec une efficacité terrifiante. Les quartiers-maîtres ottomans avaient perfectionné la conquête par l'administration. Leur train de bagages incluait des forges portables, des hôpitaux de campagne et un équipement d'ingénierie qui pouvait construire des ouvrages de siège en terrain gelé. Tandis que les 40 000 défenseurs d'Étienne peinaient à maintenir des réserves alimentaires adéquates pendant l'hiver, les envahisseurs apportaient assez de richesses pour soutenir une campagne d'1 an. Puis tout changea quand Étienne reçut des renseignements qui révélaient la vraie portée de l'ambition ottomane. Ce n'était pas un raid punitif conçu pour extraire un tribut. Soliman transportait des plans architecturaux pour des fortifications permanentes, des codes légaux islamiques pour gouverner les populations chrétiennes, et des ordres pour établir une administration provinciale ottomane. L'Empire avait l'intention d'effacer complètement la Moldavie, la transformant en Eyalé de Bogdan sous domination turque directe. Attendez un instant. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà senti exactement comme ça? Encerclé de tous les côtés, sans personne pour vous aider, avec tout le monde attendant que vous échouiez? Cette sensation que vous menez une bataille que personne ne voit, personne ne comprend, et vous commencez à penser que le problème c'est vous. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, maintenant qui traversent exactement ça en ce moment même. Et vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si vous ne voulez pas, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Écrivez dans les commentaires comme ça, très simplement. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Sérieusement, copiez et collez ça. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous écrivez ça, vous ne faites pas que vous défouler. Vous laissez un message pour quelqu'un d'autre qui va le lire dans une semaine, dans un mois, qui pense à abandonner et va voir votre commentaire et va savoir qu'il n'est pas seul. Votre commentaire peut sauver quelqu'un aujourd'hui. Et en même temps, vous vous engagez envers vous-même. Alors allez-y, mettez la vidéo en pause maintenant, descendez là-bas et écrivez. Je suis encerclé, mais je n'abandonnerai pas. Je vais lire chaque commentaire. Promis, vous n'êtes pas seul dans ça. Maintenant, laissez-moi continuer à vous montrer comment cette histoire se termine, parce que ce qui vient ensuite va vous donner exactement les munitions dont vous avez besoin pour votre propre bataille. Le 5 janvier, les commandants les plus expérimentés d'Étienne préconisaient ouvertement la retraite. Le prince Bogdan Lapouchneanu, son fils aîné et héritier désigné, plaidait pour un retrait en territoire polonais, où il pourrait se réorganiser et combattre un autre jour. La logique militaire soutenait cette stratégie. Préserver l'armée centrale signifiait préserver l'avenir de l'État. Même la guerre médiévale reconnaissait que les héros morts n'accomplissent rien, tandis que les commandants vivants peuvent reconstruire. Pourtant, Étienne comprenait quelque chose que ses conseillers manquaient. La survie de la Moldavie ne dépendait pas de la préservation des armées, mais de prouver que l'expansion ottomane avait des limites. Chaque État chrétien de la Hongrie à la Pologne observait cette confrontation. Si la Moldavie tombait sans résistance significative, l'impact psychologique déclencherait une cascade de soumission à travers l'Europe orientale. Étienne ne défendait pas seulement un territoire, il défendait l'idée que la résistance chrétienne restait possible. Voici ce que les chroniques ne vous disent pas sur ces 5 jours désespérés entre le 5 et le 10 janvier.
Étienne mit en œuvre une stratégie si audacieuse qu'elle frôlait la folie. Au lieu de défendre des positions statiques, il ordonna l'évacuation totale de la route d'invasion. Chaque grenier vidé, chaque puits empoisonné, chaque pont détruit. Les civils moldaves fuirent vers le nord, emportant ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux un désert qui affamerait toute force d'occupation. La campagne de terre brûlée transforma la géographie en armes. Les éclaireurs ottomans rapportaient avancer à travers une terre de fantômes, où des villages prospères se tenaient vides et le bétail avait disparu. Ce n'était pas un simple déni de ressources. C'était une guerre psychologique conçue pour déstabiliser une armée habituée à vivre du territoire conquis. Alors que le 9 janvier se levait avec des températures atteignant moins 15 degrés, Étienne faisait face au test ultime du leadership. Son armée avait atteint le champ de bataille soigneusement choisi près de Vaslui, où les forêts anciennes et les marais cachés offraient des avantages tactiques qui pourraient compenser l'infériorité numérique. Ce soir serait leur dernière chance de se reposer avant d'affronter la colère d'un empire avec rien d'autre que la foi, la fureur et le génie désespéré d'un prince qui n'avait jamais appris à se rendre. Le 10 janvier à l'aube, Soliman Pacha observait le champ de bataille avec la confiance d'un homme qui n'avait jamais goûté la défaite. De sa position de commandement sur la crête au-dessus de Vaslui, le général ottoman pouvait voir sa magnifique armée s'étendre à travers la plaine gelée comme un océan d'acier. 120 000 guerriers en formation parfaite, leurs armes scintillant dans la pâle lumière du soleil hivernal. Le corps des janissaires, 30 000 hommes forts, formait le centre avec leurs coiffes de feutre blanc et leur discipline mortelle. À leur gauche et à leur droite, les unités de cavalerie sipahi s'étendaient à l'horizon. 40 000 archers montés, dont les arcs composites avaient brisé chaque armée chrétienne qu'ils avaient affrontée. Mais voici où la légende rencontre la réalité. Étienne le Grand avait passé ses heures critiques avant l'aube à positionner ses forces avec une précision chirurgicale à travers un terrain qui semblait ouvert, mais cachait des avantages mortels. Le prince moldave comprenait quelque chose que les cartographes de Soliman avaient manqué. Ces forêts d'apparence innocente flanquant le champ de bataille n'étaient pas une nature sauvage décorative. C'étaient des pièges de mort tactiques, assez denses pour briser les charges de cavalerie et assez labyrinthiques pour confondre l'infanterie en retraite. Le premier engagement de la matinée commença à 7 heures quand les éclaireurs ottomans sondèrent les positions moldaves. Ce qu'ils découvrirent aurait dû terrifier tout commandant compétent. Les 16 000 soldats professionnels d'Étienne avaient disparu dans le paysage lui-même. Les arbalétriers moldaves se blottissaient derrière des terrassements qui semblaient se matérialiser du sol gelé. Les compagnies d'infanterie se cachaient dans des corridors forestiers qui permettaient un mouvement rapide tout en restant invisibles aux observateurs ottomans. Ce n'était pas une armée traditionnelle attendant la bataille, c'était un prédateur préparant une embuscade. La réaction de Soliman révéla le défaut fatal dans la pensée tactique ottomane. Habitués à submerger les ennemis par des nombres supérieurs et une puissance de feu, les généraux de l'Empire n'avaient jamais appris à combattre des adversaires qui refusaient la bataille conventionnelle. Quand les forces moldaves se dissipèrent devant l'avancée des janissaires, les commandants ottomans interprétèrent la retraite comme une faiblesse plutôt qu'une stratégie. À 9 heures, l'infanterie turque confiante avait pénétré 800 mètres dans ce qui semblait être des positions défensives abandonnées. Puis tout changea. À précisément 10 heures, alors que l'assaut ottoman principal atteignait son extension maximale, Étienne déclencha la première phase de son plan maître. Les forces moldaves qui semblaient fuir émergèrent soudainement de positions dissimulées, coupant les routes de retraite ottomanes. Les janissaires d'élite de l'Empire se retrouvèrent à avancer dans un entonnoir, où leur supériorité numérique devenait sans importance. Les chemins forestiers qui pouvaient accueillir 3 hommes de front transformèrent 30 000 fantassins disciplinés en grappes confuses, luttant à travers un terrain inconnu. Voici ce qui rend ce moment vraiment extraordinaire. Étienne n'utilisait pas seulement le terrain comme une arme, il exploitait l'aveuglement culturel. La doctrine militaire ottomane, perfectionnée à travers des champs de bataille ouverts d'Anatolie à l'Égypte, supposait que des nombres supérieurs pouvaient submerger toute position défensive. Les commandants turcs n'avaient jamais rencontré un ennemi qui traitait les forêts comme des alliés tactiques plutôt que des obstacles. Quand les archers moldaves commencèrent à abattre les officiers janissaires depuis des positions montées dans les arbres, les protocoles de réponse ottomans n'existaient tout simplement pas. L'impact psychologique sur les forces turques fut immédiat et dévastateur. Des guerriers qui avaient conquis Constantinople et dominé les champs de bataille balkaniques faisaient soudainement face à un ennemi
qu'ils ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas prédire, et ne pouvaient pas contrer en utilisant les tactiques traditionnelles. Écoutez, je sais que vous n'êtes pas ici juste pour l'histoire. Vous êtes ici parce qu'à un moment de votre vie vous vous êtes aussi senti encerclé, le dos contre le mur, pensant qu'il n'y avait pas d'issue. Et vous savez ce que j'ai appris en étudiant ces batailles? Que les plus grands leaders de l'histoire n'ont pas gagné parce qu'ils étaient plus forts ou avaient plus de ressources. Ils ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen quand tout le monde disait qu'il n'y avait pas de moyen. Si vous voulez continuer à recevoir ces histoires qui vous montrent que renverser la situation est possible, qui vous inspirent à trouver votre propre stratégie quand tout semble perdu, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, j'apporte des histoires réelles de personnes qui ont transformé une défaite certaine en victoire impossible. Et écoutez, ce n'est pas que de l'histoire, c'est des munitions mentales pour vos propres défis. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Appuyez sur le bouton rouge là-bas en bas et venez faire partie de cette communauté de personnes qui croient qu'impossible n'est qu'une opinion. À précisément midi, le 10 janvier 1475, Étienne le Grand leva son corps de bataille et déchaîna la charge de cavalerie la plus dévastatrice de l'histoire médiévale européenne. De 3 positions forestières séparées, 8000 cavaliers moldaves surgirent simultanément, leurs cris de guerre résonnant à travers le champ de bataille gelé comme le tonnerre de l'enfer lui-même. Le son était indescriptible. Des milliers de sabots martelant la terre gelée, l'acier s'entrechoquant contre l'acier, des voix hurlant des prières en 3 langues, alors que la fureur chrétienne rencontrait la confiance islamique dans une collision qui secoua le sol sur des kilomètres. Le centre ottoman, déjà confus par les combats forestiers, n'eut pas le temps de se reformer. Soliman Pacha regardait avec horreur, alors que ses lignes de bataille, parfaitement ordonnées, se désintégraient sous l'assaut coordonné de direction que ses éclaireurs avaient juré impossible. Le coin moldave de tête, 2000 cavaliers lourds menés par Étienne lui-même, frappa le flanc gauche des janissaires avec la force d'une avalanche. Dans les 30 premières secondes, 800 fantassins turcs d'élite cessèrent simplement d'exister, écrasés sous les sabots ou transpercés par des lances en frêne de 4 mètres. Mais ce n'était pas de la violence aléatoire, c'était une destruction chorégraphiée. Alors que la charge moldave principale taillait à travers les rangs ottomans, des forces secondaires émergèrent de positions dissimulées pour exploiter les brèches. Le prince Bogdan Lepouchneanu mena 1500 cavaliers contre l'aile droite turque tandis que l'infanterie moldave se déversa de la forêt pour empêcher la retraite ottomane. En quelques minutes, l'armée de 120 000 hommes de Soliman se retrouva fragmentée en poches isolées, chacune combattant des batailles séparées contre un ennemi qui semblait se multiplier à chaque engagement. Voici ce qui rend ce moment vraiment extraordinaire. Les Ottomans ne perdaient pas simplement. Ils étaient systématiquement détruits par des forces qu'ils ne pouvaient pas voir venir. Les tactiques moldaves violaient chaque principe de la guerre médiévale. Au lieu d'une charge massive suivie d'un retrait, Étienne avait coordonné de multiples assauts simultanés conçus pour créer une confusion maximale. La cavalerie turque, tentant de répondre à la crise, découvrit que les chemins forestiers qu'ils avaient ignorés étaient maintenant occupés par des arbalétriers moldaves qui abattaient les officiers avec une précision chirurgicale. L'impact psychologique fut immédiat et dévastateur. Des unités de janissaires qui n'avaient jamais battu en retraite se retrouvèrent encerclées dans un terrain qui annulait leur entraînement. La cavalerie ottomane, la principale force de frappe de l'Empire, ne pouvait pas manœuvrer efficacement dans des corridors forestiers conçus pour le combat d'infanterie. À 12h30, les rapports atteignant Soliman décrivaient non pas des revers tactiques, mais l'anéantissement complet d'unités. La 7e Horta de janissaires, 500 hommes qui avaient combattu au siège de Constantinople, fut anéantie en 15 minutes de combat forestier. Puis tout s'effondra d'un coup. À 13h, alors que les commandants ottomans essayaient désespérément d'organiser des formations défensives, Étienne déclencha la phase finale de son assaut. Des réserves cachées, 6000 fantassins frais qui étaient de rester dissimulés pendant les combats du matin, émergèrent de positions que les éclaireurs ottomans n'avaient jamais détectées. La vue de bannières moldaves apparaissant d'un sol apparemment vide brisa le dernier moral turc. La cavalerie sipahi d'élite, voyant leur soutien d'infanterie s'effondrer, commença à reculer malgré les ordres frénétiques de leurs officiers. La déroute commença avec des mathématiques qui défièrent la logique militaire. Des 30 000 janissaires qui avaient avancé ce matin, moins de 8 000 restaient efficaces au combat à 14h. Les pertes ottomanes n'étaient pas seulement lourdes, elles étaient catastrophiques. Les corps tapissaient le sol de la forêt en couches, les morts créant des obstacles pour les vivants.
Les armes abandonnées jonchaient le sol comme des graines de fer. Preuve de guerrier qui avait tout jeté pour courir plus vite. Soliman Pacha, regardant son armée invincible se désintégrer, prit une décision qui le hantrait pour toujours. À 14h15, alors que la cavalerie moldave se refermait sur sa position de commandement, le Belherbet de Roumélie abandonna son étendard doré et s'enfuit à cheval vers le Danube. La vue de leur commandant suprême en retraite brisa la dernière résistance ottomane. Si Soliman fuyait, quel espoir les soldats ordinaires avaient-ils contre un ennemi qui combattait comme des démons possédés? À 15 heures, la poursuite était devenue anéantissement. Les forces d'Étienne, le sang chaud, chassaient les Ottomans en fuite à travers les mêmes forêts qui avaient protégé les préparations moldaves. Le massacre était méthodique, efficace, terrible. En 6 heures de combat, la plus grande armée ottomane jamais assemblée pour la conquête européenne avait été réduite à des réfugiés éparpillés, trébuchant à travers la nature sauvage gelée, laissant derrière eux 45 000 morts et la confiance brisée d'un empire qui s'était considéré invincible. Alors que le soleil d'hiver se couchait le 10 janvier 1475, le champ de bataille gelé près de Vaslui révélait des scènes qui hantraient les chroniqueurs pendant des siècles. Là où la magnifique armée de Soliman Pacha se tenait ce matin, seuls des cadavres restaient éparpillés sur 5 kilomètres de neige imbibée de sang. Les chiffres défiaient la compréhension. 45 000 morts ottomans tapissaient le sol de la forêt, leurs corps créant des ponts grotesques à travers des ruisseaux qui avaient gelé rouge du sang versé. 35 000 autres gisaient blessés ou capturés. Beaucoup d'entre eux des janissaires d'élite qui ne terroriseraient plus jamais l'Europe chrétienne avec leur discipline légendaire. Étienne le Grand, son armure bosselée et la lame de son épée ébréchée de 6 heures de combat personnel, examinait le carnage avec des émotions qui mêlaient le triomphe à l'épuisement. Le prince Loup avait accompli quelque chose que les historiens militaires peinent encore à expliquer. Ses 40 000 défenseurs avaient détruit la plus grande force d'invasion de l'histoire ottomane, tout en subissant moins de 3 000 pertes. Les mathématiques étaient impossibles. Pourtant l'épreuve gisait gelée dans le crépuscule de janvier. 3 soldats musulmans morts pour chaque éraflure chrétienne. Mais voici ce qui rendait la victoire vraiment stupéfiante. Ce n'était pas seulement un succès sur le champ de bataille, c'était une catastrophe économique et militaire pour l'Empire ottoman. L'armée de Soliman avait transporté assez de richesses pour financer la conquête pendant 2 ans. Leur destinée à payer 120 000 soldats, des armes fabriquées dans les meilleures armureries de Constantinople, des chevaux élevés dans les meilleures écuries d'Anatolie, tout cela appartenait maintenant à la Moldavie. Les gains matériels immédiats incluaient 200 canons, assez d'artillerie pour fortifier chaque forteresse chrétienne, de la Baltique à la mer Noire. L'impact psychologique frappait encore plus profondément que les pertes matérielles. La doctrine militaire ottomane raffinée à travers des décennies de victoires des portes de Vienne à l'océan Indien s'était révélée sans valeur contre un ennemi qui comprenait le terrain mieux que les tactiques. La guerre forestière moldave avait exposé des faiblesses fondamentales dans la stratégie turque. Les janissaires d'élite entraînés depuis l'enfance pour combattre en formation ouverte devenaient impuissants quand séparés de leurs unités de soutien. La cavalerie Sipahi, la principale force de frappe de l'Empire, découvrit que les arcs composites ne signifiaient rien quand les cibles restaient invisibles derrière des chaînes centenaires. Les conséquences immédiates se répercutèrent à travers les Balkans plus vite que les dépêches militaires. Les garnisons frontalières hongroises, se préparant pour l'assaut ottoman inévitable, trouvèrent soudainement le courage de résister aux demandes turques. Les nobles polonais qui avaient secrètement négocié des accords de tribu commencèrent à reconsidérer leurs accommodements avec le pouvoir islamique. Plus important encore, le mythe de l'invincibilité ottomane gisait brisé dans les forêts gelées de Moldavie, enterrés sous 45 000 cadavres qui avaient cru que la conquête était leur destin divin. Alors que l'obscurité tombait le 10 janvier, Étienne le Grand s'agenouilla parmi ses soldats épuisés et les mena en prière. Le Te Deum résonna à travers un champ de bataille où l'impossible était devenu réalité. Le prince Loup avait prouvé que la foi, la connaissance du terrain et le génie tactique pouvaient surmonter des probabilités qui violaient chaque principe de la guerre médiévale. Demain apporterait la reconnaissance diplomatique, les bénédictions papales et la célébration européenne. Ce soir appartenait à 40 000 hommes qui avaient sauvé la civilisation chrétienne en refusant d'accepter que les mathématiques déterminent le destin. Laissez dans les commentaires quel a été le moment de cette bataille qui vous a le plus marqué et comment vous allez appliquer ça à votre défi actuel.
construisons ensemble cette communauté de guerriers. La nouvelle de la bataille de Vaslui atteignit Constantinople le 18 janvier, 8 jours après que les restes brisés de Soliman Pacha aient traversé le Danube en titubant, avec des récits qui ressemblaient à des rêves de fièvre. Le sultan Mehmed II, conquérant de Constantinople et terreur de l'Europe chrétienne, reçut les rapports avec une incrédulité qui se transforma lentement en rage. L'empire qui s'était étendu sans relâche pendant 2 siècles avait subi sa défaite la plus catastrophique aux mains d'une principauté que la plupart des officiels ottomans ne pouvaient localiser sur une carte. L'onde de choc psychologique se répercuta à travers chaque niveau de la société turque, des bureaucrates du palais aux raideurs frontaliers qui remirent soudainement en question si Allah favorisait vraiment la conquête islamique. Les conséquences stratégiques se déroulèrent avec une précision dévastatrice au cours de la décennie suivante. La résistance hongroise, qui s'effondrait auparavant sous la pression ottomane, se durcit en une opposition efficace qui retarda l'expansion turque de 20 ans. Les nobles polonais abandonnèrent leurs accommodements secrets avec le pouvoir islamique, formant plutôt des alliances militaires qui s'avéreraient cruciales dans les conflits futurs. Plus significativement, le mythe de l'invincibilité des janissaires gisait enterré dans les forêts moldaves, encourageant la résistance chrétienne de la Baltique à la Méditerranée. La réaction du pape Sixte IV révéla l'importance plus large de la victoire. Le 14 février 1475, des bulles papales déclarèrent Étienne III athlète du Christ et accordèrent des indulgences à tout chrétien qui soutenait la défense moldave. Ce n'était pas du simple théâtre religieux. La reconnaissance du Vatican transforma un conflit régional en une cause de croisade qui attira des volontaires militaires et un soutien financier de toute l'Europe catholique. Le génie tactique d'Étienne avait accompli quelque chose que des décennies de diplomatie papale n'avaient pas pu: unir les États chrétiens fracturés contre l'expansion ottomane. Mais voici ce qui rend l'héritage vraiment extraordinaire. Les académies militaires de Saint-Cyr à West Point étudient encore Vaslui comme l'exemple définitif de la guerre de terrain surmontant la supériorité numérique. L'intégration par Étienne du combat forestier avec l'assaut de cavalerie coordonné devint le modèle de la guerre asymétrique qui influença tout des campagnes napoléoniennes aux tactiques d'insurrection modernes. Le prince Loup avait prouvé que des nombres supérieurs ne signifient rien face à des ennemis qui comprennent leur environnement mieux que leurs adversaires ne comprennent la guerre elle-même. La réponse ottomane confirma l'importance stratégique de la victoire. Mehmed II, reconnaissant que l'expansion balkanique avait atteint ses limites, redirigea les ressources impériales vers la consolidation anatolienne et la guerre navale en Méditerranée. L'empire qui semblait destiné à conquérir Vienne et menacer le Rhin passa plutôt la génération suivante à reconstruire la confiance brisée en 6 heures de combat forestier. L'expansion turque en Europe s'arrêta effectivement aux portes de la Moldavie, enterrée sous 45 000 cadavres qui avaient cru que la conquête était inévitable. Étienne le Grand continua son règne impossible pendant 29 ans supplémentaires, remportant 47 batailles, tout en ne perdant que 2 engagements mineurs. Les cours européennes qui avaient ignoré les appels moldaves à l'assistance rivalisèrent soudainement pour l'alliance avec le prince qui avait accompli l'impensable. Quand Étienne mourut en 1504, les chroniqueurs ottomans enregistrèrent l'événement avec soulagement, notant que le grand ennemi de l'islam avait finalement succombé à la mortalité plutôt qu'à l'acier turc. Pourtant, la signification plus profonde transcende l'histoire militaire. Vaslui prouva que la supériorité technologique, l'avantage numérique et la confiance impériale ne signifient rien face à des leaders qui combinent brillance tactique avec engagement absolu envers des causes impossibles. Étienne comprenait quelque chose que les stratèges modernes oublient souvent. Les batailles ne sont pas gagnées par les plus grandes armées, mais par les esprits les plus déterminés prêts à exploiter chaque avantage disponible. La bataille de Vaslui se dresse comme la vindication la plus complète de l'histoire de l'intelligence sur la force, de la préparation sur l'improvisation, de la connaissance locale sur l'arrogance impériale. Le 10 janvier 1475, dans les forêts gelées de Moldavie, 40 000 chrétiens désespérés faisaient face à 120 000 des meilleurs guerriers de l'islam dans ce qui aurait dû être le massacre le plus unilatéral de l'histoire médiévale. Au lieu de cela, le prince Loup accomplit l'impossibilité mathématique à travers la perfection tactique, prouvant que parfois, juste parfois, le courage et la ruse comptent plus que compter. En 6 heures de combat, Étienne le Grand avait sauvé l'Europe chrétienne en démontrant que même les empires ont des limites quand ils rencontrent des leaders qui refusent d'accepter que la défaite est inévitable.